G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau plateau de G-Sport auquel désormais vous êtes familiers si vous nous suivez chaque lundi. Merci au passage de votre fidélité. Et vous allez remarquer aussi que nous bousculons notre format pour accueillir et écouter les confidences de la présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'une visite alors que vous êtes venu présenter le programme des internationaux de France de patinage qui se tiendront à Grenoble en novembre prochain. On va y revenir, on a beaucoup de choses à se dire. D'abord, avec, pour commencer, ces deux nouvelles toutes fraîches, une bonne et une moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que la France a pu qualifier un deuxième patineur pour l'épreuve messieurs au JO de Pékin en février prochain grâce à la deuxième place d'Adam Adam. C'est ça, Adam Xiao Imfa. On va s'habituer à ce nom. C'était à Oberstdorf en Allemagne, à la dernière épreuve qualificative pour les Jeux. Et la mauvaise, c'est qu'au total, ils ne seront que 4 Français pour 3 compétitions. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse, Kevin Emos, notre Grenoblois, et un autre Français. On verra qui sera en lice. Pas de dames, pas de couple. Comment est-ce que vous réagissez ? Forcément, je suis déçue. J'aurais aimé, ne serait-ce que pour les sportifs en eux-mêmes, qu'ils aient un quota à aller défendre, c'est-à-dire à positionner leur nom directement sur la sélection. Donc, sur la quantité, on est moyennement satisfait. On espérait mieux. Par contre, on a de la qualité vraiment au rendez-vous, que ce soit avec nos garçons aujourd'hui, donc Kevin Emos, Grenoblois, et Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, quadruple champion du monde, vice-champion olympique. Et puis, attention, ils ne sont pas seuls. Derrière, on a toute une équipe de France qui va monter en puissance et qui va pouvoir devenir, donc pour certains d'entre eux, vous l'avez dit, 4 patineurs des Olympiens. Est-ce que ça veut dire que c'est une France en transition, une équipe de France en transition, avec des jeunes qui arrivent et qui ont la qualité mais pas encore l'expérience ? Exactement, c'est une équipe de France jeune. Je rappelle le contexte, non pas pour leur trouver des excuses, mais simplement pour expliquer la difficulté qu'ils ont eue aussi avec cette crise sanitaire, de rester motivés, mobilisés, entraînés. Mine de rien, les compétitions, ça fait partie de l'entraînement. Donc quand on n'en fait pas, ou pratiquement pas, pendant une année, le redémarrage est compliqué. La mise en situation, la gestion du stress, ce sont des sports qui sont à la fois artistiques, ce qu'on voit de prime abord, mais derrière très techniques, physiques, stratégiques. Psychologique. Donc l'année a été pour certains en dents de scie, pour d'autres ça a été le calme plat, saison blanche. La saison elle est extrêmement importante, vous l'avez dit, avec Pékin dans 6 mois, en février 2022. Pour autant, je pense qu'ils sont tous, ils ont tous envie, ils sont tous dans les starting blocks. Et aujourd'hui, voilà, 3 quotas au total, 1 en danse et 2 chez les hommes. Il va falloir qu'on se pose la question, surtout de la préparation pour 2026. Avec pas de compétition par équipe non plus, ça c'était aussi la nouveauté, mais de la qualité, vous le disiez quand même, Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis qui vont juste viser l'or et rien d'autre, puisqu'ils avaient décroché l'argent à Pyeongchang. Et puis Kevin Emos, donc ça ce n'est pas une surprise, mais c'est une belle nouvelle aussi pour nous les Grenoblois. On est chauvin, il était 9e au dernier mondiaux, c'est pour ça qu'il avait décroché par définition sa qualification. Alors il a décroché un quota pour la France, voilà, mais ce n'est pas encore nominatif. Alors, il est champion de France en titre, on peut prétendre que ce sera lui. Quand est-ce qu'on saura d'ailleurs quels seront les patineurs qui défendront On devrait le savoir fin décembre 2021. Il y a un chemin de sélection qui est très strict et à la fois très clair et tous les patineurs s'y soumettent. Alors il va participer au Masters, Kevin, il va se tester, il a été un petit peu blessé, il attend beaucoup de cette saison, c'est un espoir pour vous, pour le patinage français, Kevin Emos? C'est plus qu'un espoir, c'est un espoir confirmé. Il a décroché une très belle médaille de bronze à la finale des Grands Prix 2019. C'est quelqu'un de très talentueux. Il coche toutes les cases et j'ai vu son programme libre absolument magnifique, une belle collaboration avec Mehdi Kerkouche, c'est un bijou. Il a absolument tout pour aller chercher une médaille olympique. Mais en sport, tout se passe au moment M. Donc voilà, la route est encore longue pour Kevin, qui, vous l'avez dit, revient de blessure.
Extrêmement motivé. Il va commencer son début de saison là, à la fin de la semaine à Épinal lors des masters donc de patinage. Et je pense qu'il va monter en puissance et j'espère qu'il va arriver à point d'orgue pour les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, on croise les doigts pour lui, et pour les championnats du monde qui auront lieu en France cette année. C'est ça, à Montpellier. Du 20 au 27 mars. Voilà, d'ici là, il se sera passé beaucoup de choses. On l'espère avec Kevin, bien sûr. Sur un bon jour, il est capable de soulever le monde entier, tellement il a effectivement beaucoup de talent. Et on est à fond derrière lui, bien évidemment. Vous le disiez, la saison passée avait été très compliquée. Et pourtant, c'était une saison pré-olympique. Il a fallu s'adapter aux contraintes de la situation sanitaire, de la crise sanitaire partout dans le monde. On sait que certains patineurs s'entraînent à l'étranger. Il a fallu préserver leurs conditions d'entraînement. Vous vous étiez retrouvés, c'était en décembre, début décembre, avec un petit challenge, un regroupement à Grenoble, à la patinoire Pôle Sud, pour leur permettre d'évoluer dans des conditions de compétition comme s'ils y étaient? Oui, les compétitions, ça fait vraiment partie de l'entraînement. C'est pas une finalité en soi. Les finalités, c'est quand il y a de l'enjeu pour aller chercher des titres, pour aller chercher des médailles. Ce sont donc des compétitions de préparation. Nous n'avons pas pu faire les championnats de France élite, 6 disciplines confondues de notre fédération mi-décembre, comme c'était prévu initialement. Ils ont eu à lieu cause des après. contraintes. Voilà, donc on l'a segmenté en se disant qu'on allait reporter le patinage artistique et la danse sur glace un peu plus tard. Peut-être qu'on n'aurait pas de huis clos, qu'on pourrait accueillir des spectateurs. Peut-être aussi que plus de patineurs pourraient y participer parce qu'on était aussi contraints au public prioritaire. Donc il fallait être sur les listes ministérielles pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc on a organisé ce challenge 2020 à Grenoble pour leur donner des pistes grâce à nos contrôleurs, nos spécialistes, nos juges de travail qui continuent comme ça à se mobiliser et à s'entraîner dans la bonne direction. On vient de voir le Grenoblois aussi, Noël-Antoine Pierre, avec Oui. Colin Keriven. Ils débutent aussi ensemble, donc on espère les retrouver dans les années à venir. Pour l'instant, on ne demande pas d'indulgence, bien évidemment. Il faut aussi des médailles, il faut du haut niveau. On a compris que cette équipe de France était en renouvellement. Et puis le contexte, décidément, à vous, ne vous a pas fait de cadeau lorsque vous avez pris la présidence, lorsque vous avez pris les rênes de cette Fédération française des sports de glace. C'était le 14 mars 2020, soit 3 jours avant le gros confinement national, le premier, et quelques mois après les révélations d'abus et d'agressions sexuelles par plusieurs patineuses, dont l'ancienne médaillée aux mondiaux, Sarah Abitbol, qui avait fait grand bruit et fait réagir l'ensemble de la planète sport, bien au-delà du patinage et de nos frontières. Vous les aviez alors annoncé la plus grande fermeté. Comment est-ce que vous avez agi? Sur 2 axes. C'est-à-dire que d'un côté, on sanctionne et on traite les dossiers qui nous posent des soucis, que ce soit sur les luttes contre les violences psychologiques, physiques, sexuelles, en réactivant la commission disciplinaire. On a créé aussi un comité éthique qui peut servir aussi de médiateur. Et puis d'un autre côté, on essaye d'accompagner au maximum les entraîneurs qui sont souvent stigmatisés, mais qui ont besoin de clés en fait pour ne pas reproduire le modèle qu'ils ont eux dû vivre ou subir pour certains. Et donc de coupler des formations éthiques avec des formations techniques et de leur dire tout simplement, voilà, ça se passait peut-être comme ça avant, sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé et ça, c'est devenu inapproprié. Donc voilà ce que tu peux faire différemment. Le bien-être de l'enfant est au cœur de notre société aujourd'hui. Il doit le rester, notamment dans le sport, qui est une très belle école de la vie. C'est aussi un lieu où on peut recueillir des témoignages si jamais ça se passe mal, que ce soit à l'école, à la maison ou dans d'autres activités. L'idée, c'est d'accompagner aussi nos licenciés, quel que soit le niveau d'entraînement, du loisir, de la compétition, du sport de haut niveau, pour qu'ils soient tout simplement bien dans leur pompe. Le sport, c'est un endroit où on y va pour profiter, pour se faire plaisir, pour progresser, pour certains d'entre eux, pour atteindre des objectifs qui sont très définis, pour se challenger aussi, pour ça fait arriver partie. à faire du haut niveau et pourquoi pas être champion. Mais quoi qu'il en soit, à tous les niveaux, aujourd'hui, on fait bien passer nos valeurs, les nouvelles valeurs de la fédération, qui sont de la transparence, de l'exigence, d'être là à leur écoute et surtout de leur dire que
oui, les sportifs ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et qu'au-delà des résultats sportifs, ce qui compte pour nous, c'est la construction de l'être humain, des hommes, des femmes qui vont devenir des personnes accomplies dans la branche sportive ou ailleurs, mais voilà, avec une vraie exigence sur le comportement. Sachant qu'en plus, dans le patinage, où le physique aussi est très important, où la présentation est importante, l'artistique, le patinage fait aussi figure de proue presque dans ce combat aujourd'hui. En tout cas, fait désormais figure d'exemple et c'est une bonne chose. On va d'ailleurs vous voir vous adresser à ces patineurs. C'était en décembre dernier, en décembre 2020. Oui, 2020. Donc, c'est un véritable changement des mentalités. Alors, si... Oui. Si c'est exact. Et c'est ce qui prend le plus de temps, en fait, à mettre en place. Mais je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que le monde a changé, le monde a évolué et qu'il faut remettre en question des comportements qui étaient pratiquement devenus normaux et qui ne le sont plus. Mais encore une fois, je parle d'une toute petite minorité, puisque les fiches de signalement, on en recevait mais une quantité dingue quand je suis arrivée, et il y en a de moins en moins, puisque les cas sont traités. Et souvent, c'était des dossiers qui remontaient à des dizaines d'années. Donc, on fait table rase dans le sens où on repart avec une nouvelle équipe et on partage tous cette même exigence quant aux valeurs que doit transmettre le sport, que doivent transmettre les sportifs entre eux également, et l'accompagnement, et ça j'y tiens énormément, des coachs et des dirigeants sur le terrain. On avait remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de femmes désormais à cette fédération française, ce qui n'est pas fait exprès, mais vous aviez dit que vous voulez vous entourer des meilleurs et pas forcément choisir garçon ou fille. En fait, pour moi, ça reste un paramètre parmi pas mal de critères. Et les critères importants sont la compétence, la disponibilité et la motivation. Et il s'avère qu'à chaque fois qu'on a eu des postes à combler, que ce soit au niveau des élus, des cadres techniques sportifs ou des salariés, on a eu beaucoup de femmes, donc pourquoi leur fermer la porte? On a 83% de licenciés EES, et c'est vrai que c'est très représenté dans la fédération exemplaire vraiment sur la parité, bureau exécutif parité, conseil fédéral, je crois qu'on a même un peu plus de femmes, et c'est vrai que sur les postes à responsabilité, beaucoup de femmes. Encore une fois, elles ne sont pas là parce qu'elles sont femmes, elles sont là parce qu'elles sont compétentes. Absolument. Et donc, on vous a retrouvé ici à Grenoble, où auront lieu les 4e et derniers internationaux de France de patinage. Ce sera les 19, 20 et 21 novembre prochains à la patinoire métropolitaine Pôle Sud. Vous étiez donc en conférence de presse ce lundi. Ils avaient été annulés l'an dernier, donc comme la plupart des événements. Ce sera donc un rendez-vous très important à moins de 3 mois avant les Jeux. Oui, exactement. Ça fait partie du chemin de sélection, de qualification pour les Jeux Olympiques. C'était important que cet événement soit reporté et non pas simplement annulé. Et de venir à Grenoble pour cette étape décisive du tournoi des Grands Prix. Donc 6 pays participent, les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon, la France, exceptionnellement pas la Chine cette année, mais l'Italie, puisque la Chine n'avait pas les conditions nécessaires à l'accueil des étrangers. C'est très important. C'est pas facile parce que le contexte est toujours très compliqué sur le point de vue sanitaire pour avoir toutes nos délégations sur le territoire. Mais c'est un travail que l'on poursuit avec le ministère et les collectivités locales et ça se passe plutôt très bien. Donc ça va être un spectacle absolument fabuleux et j'ai hâte qu'on s'y retrouve tous. Et oui, parce que Grenoble et le patinage, c'est historique, c'est culturel. Hein, c'est 400 licenciés au Grenoble-Isère Métropole Patinage. C'est un club phare pour vous ? Oui, c'est un club phare par le nombre de licenciés. C'est vrai que c'est un des plus gros clubs de France. Mais au-delà de ça, il y a aussi de la qualité. Et j'en parlais tout à l'heure et ça compte énormément pour moi. Oui, il faut un gros vivier. Oui, il faut des champions. Et on en a, ça tombe bien, avec Kevin Emos, avec la grande Maya Mazara. Donc, on les a tous vus débuter aussi quand ils étaient petits. Maya Mazara, bien sûr, vice-championne de France. Et puis, vous savez de quoi vous parlez, hein, puisqu'il faut le rappeler encore, vous êtes une patineuse qui aura confirmé, on va pouvoir le revoir, l'excellence de la tradition française de la danse sur glace, double championne d'Europe, médaillée de bronze aux Mondiaux en 2012 et 4e au JO de Sochi, c'est ce qu'on voit ici, 4e, malgré cette prestation absolument sublime avec Fabien Bourza. Qu'est-ce qui vous vient ou vous revient à la vue de ces images ? Alors déjà, j'ai l'impression que c'était vraiment dans une autre vie.
c'est plus du tout mon quotidien. Je me dis, mais qu'est-ce que ça demande comme effort? Oui, mais c'était chouette. C'est chouette aussi aujourd'hui d'être à l'intérieur du système pour pouvoir faire bouger les lignes. C'est chouette aussi finalement de vivre toute cette préparation, le track juste avant d'aller performer au travers les autres sportifs de niveau qui ont pris le relais et d'une très belle manière sur l'ensemble de nos disciplines de cette fédération des sports de glace. Et sinon, spécifiquement sur la 4e place, en fait, je pense que quand on fait un sport d'expression, c'est le revers de la médaille qu'il faut tout de suite digérer quand on commence. Oui, on peut s'exprimer, mais derrière, on sait qu'on va être jugé par des humains et qu'il va falloir l'accepter. Et que finalement, si on fait du sport de haut niveau, c'est aussi pour vivre des émotions. Alors que ça soit en bien ou en mal. Et d'ailleurs, les mauvaises expériences nous font encore mieux apprécier les belles performances. Mais... ouais, un cocktail d'émotions et puis surtout toujours cette volonté d'aller vers l'avant, de continuer, de se dire que le chemin il est jamais terminé. Je pense aux patineurs qui n'ont pas réussi à avoir des quotas pour les Jeux Olympiques. Ben, finalement, c'est peut-être déjà le début de la prochaine Olympiade. En fait, il faut déjà préparer Milano Cortina en 2026. Le chemin n'est jamais terminé et on fera le bilan quand ce sera le dernier souffle. Avec toujours les émotions à vivre désormais, comme vous le disiez, de l'autre côté de la porte, mais toujours beaucoup d'émotions. C'est sûr qu'on soit entraîneur ou président de fédération, les émotions, elles se poursuivent. Puis alors, ça c'est tout à fait en off, mais c'est aussi en voyant ces images que votre mari avait flashé sur vous. Alors moi, je me permets aussi, on est à la télévision, hein, donc si Johnny Depp, au hasard, tombe sur ces images, eh bien cette patineuse en doudoune, vous savez où la trouver. Ça va pas être facile parce que son cœur est pris, mais s'il veut faire connaissance, il n'y a pas de problème. Voilà, après tout arrive. Hein. Patineuse en doudoune, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a une et c'est celle-ci. Nathalie Péchalas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir et de vous retrouver. Donc du 19 au 22 novembre, 21 novembre à la patinoire métropolitaine Pôle Sud. Merci encore d'avoir été avec nous. Et bienvenue à tous. Hein. On est ravis de recevoir et retrouver le public avec tous ces programmes dédiés à cette saison olympique. Plein d'émotions, on va le voir. Et on enchaîne, nous, en tout cas, avec l'essentiel de l'actualité sportive du week-end. Et on reste sur la glace de Pôle Sud, mais avec le loup qui sort non pas du bois, mais du cube d'affichage de la patinoire Pôle Sud. Et oui, le spectacle est de retour, la Ligue Magnus aussi, et vous allez le voir, le résultat... Et 1 et 2 et 10-0, les brûleurs de loups ont pulvérisé Amiens pour leur entrée de jeu en Ligue Magnus. Jamais n'aura-t-on vu les vaillants gothiques pliés ainsi, complètement muselés par des Grenoblois en état de grâce. 3 buts de Sacha Treille, 2 buts Damien Fleury, 2 buts du jeune Flavien Der devant leur patinoire pleine de spectateurs survoltés. Les brûleurs de loups frappent les esprits, veulent ramener leur coupe et ils s'en sont donné tous les moyens. Écoutez. On a connu une soirée parfaite, on a joué 60 minutes, on n'a rien donné, on s'est donné à 100% 60 minutes. Donc voilà, un bilan plus que parfait. Maintenant on tourne la page, il y en a encore beaucoup d'autres, on sait que ça ne sera pas tous les soirs comme ça. Mais ce soir on prend avec le public, tout le show, c'était vraiment un retour parfait. C'est vrai qu'on savoure la victoire, mais j'avais quand même une pensée un petit peu triste pour Amiens parce que de perdre c'est une chose, mais de se faire... humilier, c'est compliqué pour une équipe de hockey. Et voilà, donc on ne souhaite pas ça même à ses pires adversaires. Donc voilà, je suis un petit peu triste. Et la seule, les voir sortir la tête basse comme ça, pour moi c'était un petit peu compliqué. Mais parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est eux et demain ça peut être nous. Et il faut juste avoir cette humilité et ce respect de l'adversaire. Et c'est classe de le souligner, avec un score pareil, Grenoble est 5e de Ligue Magnus. Et oui, certaines équipes ont déjà joué plusieurs matchs, dont Amiens, qui a joué 3 fois. Et Rouen, champion de France en titre, a perdu ses 2 premiers matchs. Grenoble se déplace demain mardi à Chamonix. Le FCG, en revanche, se reconstruit et fait de son mieux, mais s'incline face à Bayonne, relégué de top 14 et désormais invaincu en 5 rencontres. Les Grenoblois auraient mérité mieux. Ils contestent un essai bayonnais qui les aurait maintenus dans la course à la gagne en seconde mi-temps. Le voilà, cet essai un peu bizarre. Mais ils ne prennent qu'un point de bonus défensif et ils pointent à la 9e
place du classement. Le foot et ce coup franc qui enrage le GF38 qui était sur le point de remporter enfin sa première victoire à l'extérieur, de surcroît à Rodez qui est tellement difficile à piéger sur son terrain dans l'Aveyron. Mais l'ancien grenoblois Florian David ne rate pas l'occasion d'égaliser au point de prendre un jaune pour célébration excessive. Et oui, on ne quitte pas son maillot sur le terrain. Dommage, Anthony Belmont avait réussi son pénalty en première mi-temps et les grenoblois avaient multiplié ensuite les occasions de s'imposer. Il va falloir se contenter d'un point qui laisse Grenoble à la 15e place. Et on termine avec 2 cocoricots. Johan Bonato est seul en tête du championnat de France des rallyes. Le pilote des Deux Alpes remporte sa 4e victoire de la saison au cœur de France et dans le Loir-et-Cher. Au coude à coude avec son rival Quentin Giordano. Le triple champion de France s'impose avec panache. Il lui reste 3 courses pour prétendre à un 4e titre. Enfin, Dorian Coninx est champion d'Europe. Les Chirolois Impérial décrochent ce premier titre dans sa belle carrière à Valence, en Espagne. Le triathlète de 27 ans, médaillé par équipe à Tokyo, engrange de la confiance vers l'objectif ultime de Paris 2024. Et je me tourne vers nos invités qui nous ont rejoints. Guillaume Laferrère, vous êtes organisateur de courses et d'événements festifs autour de la course et du vélo avec Alpha Sport Events. Bienvenue. Bonsoir. Vous organisez notamment la Run and Bike, ça sera ce dimanche du côté de Limbat. Et Thomas Cardin, bienvenue. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir de retour des championnats de France de trail où vous n'avez donc pas pu conserver votre titre sur le trail court avec une très honorable 6e place. C'était au Petit Ballon d'Alsace. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette course ? C'était une course qui n'était pas facile du tout parce que j'étais pas dans les terrains que j'affectionne le plus. Ça manquait un peu de montagne et de technicité. Et puis la préparation n'était pas optimale aussi. Donc je me suis battu avec les armes que j'avais. Ça n'a pas suffi face à mes concurrents qui étaient vraiment très bons. Donc voilà une 6e place qui est quand même assez belle. Mais bon, je m'attendais un peu mieux, donc forcément un petit peu déçu. Alors, vous parlez justement de terrain sur lequel on peut être plus ou moins à l'aise. Pour ceux qui nous regardent et qui ne font pas toujours la différence entre le trail et la course de montagne, ce sont 2 choses différentes. Non, c'est sensiblement la même chose, c'est juste que le trail, on parle de trail dès lors qu'on sort des stades et de la route, et du coup, le trail, ça peut se pratiquer n'importe où, même quand il n'y a pas vraiment de montagne, même si c'est des collines, ça peut se pratiquer en Bretagne ou sur des îles. En région parisienne, comme vous l'aviez fait ? En région parisienne aussi. Et donc, selon nos affinités pour certains terrains, on est plus ou moins à l'aise. Et c'est vrai que là, en Alsace, sur le début des Vosges, les pentes sont moins abruptes que dans les Alpes. Et du coup, j'étais moins à mon aise, surtout avec la préparation que je fais en ce moment pour mes prochains objectifs. Et oui, parce qu'en juin dernier, vous avez remporté le trail du Ventoux, 46 km et 2350 mètres de dénivelé positif. Vous êtes des surhommes, hein, je le dis, à chaque fois qu'on reçoit des champions de course de montagne, mais tout de même, un peu plus tard, quelques semaines après, vous avez remporté le Maratrail. C'était chez nous, devant les caméras de Télé Grenoble, le Maratrail des passerelles. 42 km en 3h30, c'est de la folie. C'est une toute autre distance, vous venez de le dire. Et là, c'est ici que vous avez décroché cette qualification pour les championnats du monde, qui au départ était prévue en novembre en Thaïlande, mais qui a été repoussée. Ça se courra en février 2022 ? C'est ça, ça va se courir entre le 11 et le 13 février. Maintenant, les dates sont fixées. Et donc, ça va être un bel événement s'il a lieu, parce que malheureusement, avec ce contexte du Covid, on ne sera jamais sûr avant les semaines qui précèdent. On apprend à toujours parler au conditionnel et à ne jamais être vraiment sûr de ce qui arrive, mais on s'y prépare. Alors, ce sera du trail court sur 42 km. Voilà, je suis donc sélectionné sur l'épreuve du trail court qui fait 42 km. Ça sera un parcours de 42 km et de 2500 mètres de dénivelé. Et il y aura 2 autres épreuves sur ces championnats du monde. Une épreuve de trail long qui sera avec un parcours de 80 km et un parcours de course en montagne classique, un parcours beaucoup plus court mais donc beaucoup plus rapide de 15 km environ. Et 80 km, on n'est pas encore dans l'ultra-trail. Non, c'est encore un sport différent, l'ultra-trail. L'ultra-trail, c'est au-delà de 100 km et malheureusement, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce sport n'est pas représenté au championnat du monde en ce moment. Et vous, qu'est-ce que vous préférez alors ? Parce qu'il faut multiplier les courses pour être un coureur complet ?
On peut être un coureur complet, mais il faut choisir un moment pour se préparer de façon efficace. Pour être le meilleur sur un type de course, ça demande quelques mois de préparation. Et donc, on est obligé de choisir notre course à peu près 2 mois avant. Et moi, j'affectionne tout particulièrement les formats de 40 km à peu près. Donc déjà quand même long, même si ça reste du trail court, comme on dit. Alors. Voilà, ça reste du trail court, mais c'est vrai que ça peut paraître long pour des gens qui ne courent pas du tout. Donc celui-ci, ce qu'on voit ici, par exemple, le Maratrail, ça c'était parfait, c'était le bonheur. C'est ça, le bonheur. Le bonheur à la maison parce que les passerelles du Monténard, le lac du Monténard, c'est juste à côté. Et puis à la maison aussi parce que c'est mon club qui est en partie organisateur de cette course. Et du coup, c'était un vrai bonheur pour ma première participation en tant que coureur de gagner et de remporter cette sélection au championnat du monde. Et c'est le plus beau. Allons-y, soyons chauvins. Il est magnifique. C'est le plus beau. Et on peut y aller. Autour du lac, c'est effectivement génial. Et puisqu'on parle de trail court, de courte distance aussi, alors vous tirez la bourre avec Sylvain Cachard, et notamment l'an dernier sur les championnats de France, alors c'était dans le dévolué, déjà à la même époque, quasiment, et c'était déjà très, très enneigé, compliqué cette course-là, mais en tout cas les locaux se portent bien, c'est normal, on a à peu près tout ce qu'il faut pour s'exprimer à 2 pas de chez nous. Mais c'est plutôt sympa cette saine concurrence avec Sylvain Cachard, très jeune aussi. Oui, c'est vrai que ça nous fait progresser tous les deux parce qu'on est meilleurs adversaires sur certaines courses et puis on se suit tout au fil de la saison. On commence les crosses ensemble en début d'année, puis on se retrouve ensuite sur la course de montagne. Et puis Sylvain, il a aussi cette volonté de monter progressivement vers des distances un peu plus longues. Et donc, chaque fois qu'on se croise, que ce soit en course ou à l'entraînement, on se fait progresser l'un et l'autre. Donc, c'est une saine adversité. Ouais, là, on va vous voir arriver ici. Là, on était vraiment sur une distance plus courte, où là, vraiment, c'est un sprint. C'est un sprint long, en fait. Un sprint long qui dure quand même 14 bornes, donc Mais c'est vrai qu'on va très vite, on est plus du tout dans la gestion, on se met à 100% pendant le plus longtemps possible, et puis on essaye de pas décrocher de la tête, et ça, gérer l'effort à 100%, la douleur que ça entraîne, et puis rester concentré vraiment jusqu'au bout, parce que malheureusement, c'est aussi ce qu'on aime dans la montagne, mais c'est que la montagne, c'est pas une piste goudronnée toute plate, il y a du rocher partout, là on voit il y avait de la neige, il peut y avoir de la boue, et la moindre faute d'inattention peut être fatale, et on peut se tordre la cheville, on peut se faire mal, donc il faut vraiment être à fond jusqu'au bout tout en restant le plus lucide possible. On parlait aussi de ce terrain d'expression qui est ici, au pied de chez nous, avec ces montagnes, avec cette moyenne montagne, la montagne un petit peu plus haute. Vous tirez la bourre avec Sylvain Cachard aussi, avec le Rachet, c'est ça, avec la montée du Rachet, c'est un sprint jusqu'au Rachet au-dessus de la Bastille. Là, il faut y aller, au-dessus, on va dire un petit peu plus loin. Oui, c'était l'année dernière, il y a eu une petite émulation il y a maintenant 2 ans, autour d'un record pour l'aller-retour au Rachet. Et c'est vrai que Sylvain est encore venu me chercher sur mon record que j'avais fixé, et l'a battu d'une quinzaine de secondes. Là, il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Je n'exclus pas d'y retourner un jour, mais bon, c'est pas dans les priorités actuellement. C'est vrai que je préférerais faire des bonnes courses sur les prochaines compétitions, notamment les championnats du monde. Et que ça serait, même si ça serait ça pourrait être rigolo de retourner au Rachet, ça peut mettre à mal les plans à long terme. Donc il faut savoir choisir, il faut savoir rester raisonnable dans ses objectifs. Et puis je crois qu'il y a une belle longévité quand même aussi dans la course en montagne, dans le trail. Donc on a le temps aussi d'y réfléchir. On sent qu'on va vous retrouver très vite. Pendant bien longtemps, vous avez 26 ans, 27 ans, oui. 26 ans, et oui, vous êtes tout jeune. Et vous étiez plutôt un nageur dans votre enfance, et je crois que vous avez été sensibilisé au trail en milieu scolaire. Alors oui, j'ai fait beaucoup de natation jusqu'à mes 18 ans, et puis oui, j'ai découvert que j'aimais courir à l'école, au collège, à travers les crosses, et puis après tout seul dans la montagne, je me suis fait tout doucement, je me suis aventuré de plus en plus loin, et puis après c'est au cours de mes études que j'ai repris le trail, notamment grâce au championnat de France universitaire de trail en 2015, je crois. Donc ou en 2016, et voilà, c'est ça m'a tout doucement emmené vers là où je suis aujourd'hui, et vers ma passion
de la course en montagne. Et avec la nature, la forêt aussi, c'est vraiment ça qui vous plaît? J'adore l'effort, c'est vrai, mais j'adore aussi être en montagne, être dehors, être seul dans ces espaces qui sont immenses et puis qui sont aussi les derniers endroits où l'homme a peu impacté son environnement. Donc j'aime être dehors, écouter le silence, observer ces montagnes qui sont tous les jours différentes selon la météo, l'endroit où se trouve le soleil dans le ciel et la saison. Voilà, donc c'est vraiment ma passion, elle est due à beaucoup de facteurs et ça se concrétise tout dans un sport qui est le trail, donc j'ai beaucoup de chance. Et vous, Guillaume, vous courez quoi? Et bah, je fais du trail comme Thomas. Ouais, Et un peu de triathlon aussi, je me suis mis cette année. Ouais. Ah bah vous êtes content pour Dorian alors. Ah bah, très, ouais. Ça c'est bien justement, on le retrouvera à Paris. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le trail? Parce que pour une coureuse sur plat extrêmement médiocre que je suis, ça nous paraît un obstacle supplémentaire d'avoir à gérer les aléas, les cailloux, la boue, de pouvoir chuter à un moment donné. Bah, j'ai fait beaucoup de courses sur route avant, mais après, j'ai eu trop de problèmes de santé au niveau des genoux, des hanches, tout ça. Et du Justement, coup, non, c'est pas pire. non, la course en montagne, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et pareil, il y a beaucoup plus de possibilités de courir en montagne que sur route, au centre-ville. On peut aller s'évader où on veut, quand on veut. C'est vraiment génial. Ouais. Et c'est quoi alors votre distance, votre coin préféré? Qu'est-ce que c'est? Et bah, moi, j'habite sur Montbonneau, donc je vais courir dans la Chartreuse. Je pense que au même endroit que Thomas. Et franchement, il y a de quoi faire. Ouais, c'est vraiment cool. Je suppose que vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de quadras qui s'y mettent. Il y a un vrai boom du trail en ce moment, et notamment après 40 ans. Comment vous l'expliquez? En fait, c'est un sport qui est très facile d'accès. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'avoir une paire de baskets et n'importe quelle basket font l'affaire. Et puis on sort de chez soi et on s'en va. Et des sentiers, notamment à Grenoble, il y en a à peu près partout. On n'est jamais très loin. Et puis on est bien, enfin moi je trouve qu'on est bien mieux tranquillement sur un sentier plutôt qu'autour d'une piste par exemple où on enchaîne les tours un peu comme un hamster, mais ça c'est mon avis. Et donc oui, il y a une forme de mode qui se lance un petit peu et elle est plutôt saine parce que les gens vont faire du sport. Est-ce que avec on va dire avec la crise sanitaire, beaucoup s'y sont mis aussi, encore que c'était pas évident de respecter la distance du kilomètre réglementaire, mais est-ce qu'on a constaté aussi davantage de pratiquants? Est-ce que vous avez un petit peu plus de monde sur votre terrain d'entraînement? Mine de rien, c'est sûr que ça a dû faire beaucoup évoluer l'ampleur de cette activité parce que comme toutes les salles de sport étaient fermées, tous les pratiquants des autres sports ne pouvaient plus faire qu'une chose, c'était soit du vélo d'intérieur, soit courir. Donc je pense que beaucoup de gens s'y sont mis et puis ont pu apprécier cet effort simple et à 2 pas de chez soi. Et ça se transmet aussi depuis tout petit. Alors autant vous avez été sensibilisé au collège, au trail, en tout cas à la course, vous rendez l'appareil justement à l'éducation nationale et vous sensibilisez les tout petits, puisque vous êtes professeur des écoles en maternelle. Ici, on voit des moyennes et grandes sections que vous emmenez 2 fois par semaine en randonnée à Grenoble. On peut aussi randonner sur du plat, sur la ville la plus plate de France. Et oui, du coup, c'était un projet que j'ai monté l'année dernière avec ma collègue dans l'école où j'étais. Et c'est vrai qu'on a eu un projet sur les 10 dernières semaines de classe. On est sorti 2 fois par semaine, se balader en ville, mais se balader aussi sur les contreforts de la Bastille, donc un petit peu en montagne. Et pour éduquer les enfants à plein de choses, c'était vraiment un projet pluridisciplinaire, que ça soit découverte de nature, mais aussi du coup de l'effort physique, etc. Oui, parce que là, on croise un petit peu les efforts, c'est-à-dire on est sur la trace de vos exploits de trail, mais pour eux, pour les tout petits, marcher sur on va dire une durée plutôt qu'une distance, c'est déjà ça la sensibilisation? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, l'enjeu était le même, c'était l'endurance. Et c'est vrai que moi, je cours longtemps, mais eux, on leur a appris à marcher longtemps. Parce que c'est vrai que marcher pendant 1 heure pour un petit, c'est pas forcément facile. Et donc, on a été très progressivement, d'une marche de 20 minutes au départ, jusqu'à pouvoir faire l'aller-retour à la Bastille en fin d'année. Et ils ont adoré.
Et ils ont adoré. Oui. Parce qu'on va aussi à la découverte des petites bêtes, on va aussi à la découverte, qu'on l'avait eu, des cerfs du jardin. Jardin sans frontières. Jardin sans frontières, hein, voilà, qui permet à des personnes, des migrants, de pouvoir cultiver des fruits, des légumes, des plantes, même des herbes aromatiques, on a vu, et qui sont donc distribuées aux démunis. Je trouve ça absolument génial. Eh ben, merci Thomas. Courir, on l'a vu, on peut courir tout seul. On peut aussi courir à vélo, faire les deux à la fois, tout seul ou à deux, même tenu d'ailleurs. C'est ça en fait que vous proposez, Guillaume, avec le Run and Bike. C'est quoi le Run and Bike? Le Run and Bike, c'est une course donc, où 2 personnes partent en même temps donc, avec un vélo. Donc là, en l'occurrence, ça sera un VTT. Il y en a un qui court, un qui pédale et ils ont le droit de changer quand ils veulent en fait. Ah oui, non mais on est obligé de courir à côté du vélo? Alors, ils doivent rester ensemble pour la course, ouais. Après, vous pouvez faire toute la course en courant et l'autre toute la course en vélo si vous le souhaitez aussi, hein, si vous n'avez pas envie de changer. C'est possible. Et le but, c'est de s'amuser? Bien sûr, ouais, beaucoup de gens viennent pour s'amuser, pour le challenge. Après, on a aussi des bons sportifs. On parlait tout à l'heure de Dorian Coninx. Donc, on Il vient aussi? On lui a écrit hier pour être parrain de l'édition. Donc, on attend sa réponse. Ça serait cool qu'il soit là. Ouais. Ah bah oui, ça serait génial aussi. On a de triathlète à triathlète quand même. C'est ce dimanche et c'est à Limbin. Donc, on en parlait, cette chartreuse, c'est quand même accessible à tous ou il faut quand même être un petit peu entraîné pour faire ça? Alors, c'est accessible à tous à partir de 6 ans, parce qu'on a une petite course enfant aussi donc, qui se fait. Et il n'y a vraiment aucune requête, avoir un certificat médical, c'est tout. Et vraiment, tout le monde peut y participer. Ouais. Et c'est pas difficile de rester, de courir, enfin, c'est pas dangereux de courir à côté du VTT? Non, les chemins sont assez larges, espacés, et il y a la place pour tout le monde. Ouais. Bon, il y a tellement la place pour tout le monde qu'il y a plusieurs circuits. Donc, un de 9 km, un de 16, et puis 1,5 km pour les enfants? C'est ça, exactement. Ouais. 2 parcours pour adultes et 1,5 km pour les enfants. Ouais. Bon, allez, le premier départ aura lieu à 10h. Le public est accueilli à partir de 8h. Il faut s'inscrire avant, il faut vous rappeler. Hein. Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site donc, de Alpha Sport Event sur Internet ou sur notre page Facebook directement jusqu'à jeudi soir. Pour l'instant, vous avez encore de la place? Il reste de la place, ouais. Ouais, on peut d'ores et déjà faire de la pub aussi pour l'autre événement que vous organisez. C'est le 23 octobre et c'est les 10 km de la Bastille avec... Non, les 10 km, c'est tout petit, ça. Oui, malheureusement, j'expliquais à Guillaume avant l'émission, c'est compliqué de concilier des objectifs de sportifs de haut niveau avec toutes les courses qui sont super sympas autour de Grenoble. Et ça fait longtemps que j'ai pas couru autour de Grenoble, vraiment très longtemps, parce que je dois me concentrer sur les objectifs principaux et ça serait dommage de perdre des forces et de pas mettre les chances de mon côté en participant à des événements qui sont super et qui sont très bien organisés, qui sont très plaisants et puis dans le cadre que j'aime, mais qui peuvent griller des cartouches pour la suite. Donc c'est non, vous voulez pas être mon coéquipier pour les Kiden dans 2 semaines? Ouais. Si c'est sur la 5 km, pourquoi pas, mais pas beaucoup plus long. Il y a encore peut-être une petite possibilité, parce qu'on veut exploser les records, nous, à Télé Grenoble. On y va, mais pour gagner. Ça, c'est sûr. C'est le mental d'un champion, ça. Oui, bien sûr. Et en tout cas, on va s'en donner les moyens. Non, on a vraiment eu des super perfs il y a 2 ans, malheureusement, puisque l'année dernière, l'événement a encore été annulé. C'est difficile aujourd'hui encore d'organiser des événements, Guillaume, populaires et participatifs, alors qu'ils nous ont tellement manqué, ces événements. Pour les très grosses courses, on dirait que c'est pas difficile parce qu'ils ont les moyens de communication qu'il faut pour ramener le monde. Après, les petites courses organisées par des associations comme la mienne, c'est un peu plus dur. Il faut se battre sur la com, il faut aller flyer tous les événements sportifs. Mais là, effectivement, avec le pass sanitaire, le Covid et puis l'annulation de pas mal de courses, on ne sait pas trop, quoi. C'est pour ça que l'Alpha Run n'a pas lieu aussi? C'est vous qui organisez? Non, l'Alpha Run, on avait décidé de l'arrêter avant le Covid. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, elle sera remplacée par un autre événement sportif, mais on en parlera plus tard. Donc beaucoup plus festif, un peu fun, un peu baroudeur. Oui, un truc sympa, ouais. D'accord. Eh bien, les 10 km de la Bastille, c'est le 23 octobre, donc une grimpée de la Bastille, c'est ça? Oui, un parcours de 10 km à faire seul ou en relais. Et là aussi, pour la première fois, on fait une course enfant également, qui sera gratuite, d'1,5 km, comme pour le Run and Bike. Ouais. Voilà, chacun a son rythme. Ce qu'il faut aussi, c'est se faire plaisir, ce que vous apprenez aussi à vos élèves, bien sûr, Thomas. Et donc, voilà, encouragez-les, parce que c'est vrai que c'est sympa, les organisations de ces courses. Je pense que ça va repartir quand même d'ici à l'année prochaine, le temps que les habitudes seront revenues. Et puis, peut-être aussi que certains ne sont pas encore assez entraînés par rapport à, d'abord, c'est 1 km, un périmètre d'1
km. Après ces 10 km, on ne sait plus trop. Certains se sont mis à la course, mais peut-être pas suffisamment entraînés. On verra l'an prochain. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Il y aura d'autres événements aussi le week-end prochain. Et c'est Arthur Glory qui nous les présente. Le GF38 repart de Rodez avec un goût amer et un match nul 1-1 arraché dans les dernières minutes par le RAF. Un but à la 94e minute qui vient priver les Grenoblois d'un premier succès à l'extérieur. D'autant plus qu'une victoire aurait donné une bouffée d'air au GF38 car ce sera compliqué contre Pau ce samedi à 19h au Stade des Alpes. Le 15e reçoit le 7e pour un match serré. Invaincu à domicile, Grenoble essaiera de tenir son rang. Il faudra aussi rentrer dans le rang et se mettre sur la ligne de départ pour suivre l'Urban Cross de Villeneuve. Avec 5 km ou 10 km de cross urbain à travers le parc, les galeries, les passerelles, mais aussi les escaliers, il faudra redoubler d'efforts pour enchaîner les obstacles. Départ à la maison de l'enfance Prémol, au village olympique, dimanche. Gardons nos baskets pour courir le cross de la Visilloise. Cette année, les organisateurs proposent 3 parcours, un de 14 km, un autre de 8 et une randonnée de 14 km pour toujours plus de plaisir. Les organisateurs espèrent accueillir quelques 650 coureurs. Premier départ ce dimanche à 8h15. Les amateurs de gros dénivelé ont rendez-vous ce dimanche sur le plateau Matésine pour la 11e édition de la Verticale du Grand Cerf. La course la plus raide d'Europe, 1000 mètres de dénivelé sur une distance de 1800 mètres. Un véritable mur qui va demander aux meilleurs plus d'une demi-heure d'efforts intenses à l'image de l'Espagnol Kilian Jornet, lauréat de l'épreuve en 2015. Les premiers départs, en formule contre-la-montre, seront donnés à 9h du village de Cholonge. Enfin, les Yetis de Grenoble joueront contre Villeneuve-la-Garenne à la Halle Clémenceau. Après une première victoire contre Garges, l'équipe de roller hockey est bien placée. Elle essaiera d'aller chercher une autre victoire contre une équipe de Villeneuve qui a aussi gagné son premier match. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été présents. Et merci à tous encore de votre fidélité. À très vite. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.